Bienvenue au podcast La tête dans les poubelles, le podcast dans lequel on jase environnement, politique, mode de vie zéro déchet et minimalisme. Cette semaine à l'émission, je reçois Philippe Simard, chargé de projet en environnement à l'Université de Sherbrooke. Bonne écoute! Bienvenue au podcast La tête dans les poubelles. Ce matin, notre invité Philippe Simard, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, donc chargé de cours en environnement, j'aime bien le préciser. Donc, on le reçoit pour discuter de la COP 26 qui vient tout juste de se dérouler à Glasgow. Donc, ceux qui sont intéressés à la politique environnementale, eh bien, c'est la bonne journée. Philippe, bon matin! Oui, bonjour! Comment vas-tu premièrement? Merci beaucoup pour l'invitation d'avoir accepté. Ça fait plaisir, ça va très bien. Comme je te disais hier, vraiment content de pouvoir participer à un événement du genre. J'aime beaucoup cette idée-là de pouvoir partager les connaissances en dehors des murs de l'université pour permettre aux gens finalement de s'approprier la question environnementale, la question climatique. Souvent, on se dit, on ne sait pas trop quoi faire pour lutter contre les changements climatiques ou on a une vision un peu défaitiste en se disant ça avance pas, puis il se passe rien, etc. Puis je trouve ça important d'aller apporter des nuances, d'aller renforcer la capacité des gens à lutter contre les changements climatiques dans leur quotidien, etc. D'avoir une vision peut-être plus critique sur la lutte au changement climatique. Donc, très content de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Super, t'es chargé de cours, chercheur, j'ai vu aussi. T'as plusieurs chapeaux, conseiller chez Copticom, si je me trompe pas, j'espère que j'ai pas massacré tout ça. On trouve le temps de s'intéresser à l'environnement, on trouve le temps de faire comment on trouve le temps de faire tout ça finalement quand on est aussi impliqué dans ces domaines-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, les emplois que j'occupe sont des emplois qui m'amènent à travailler sur l'environnement, puis à lutter contre les changements climatiques, mais d'un point de vue recherche, à l'Université de Sherbrooke surtout. Comme chercheur à l'université, on fait des recherches, par exemple, sur le rôle du Québec dans la lutte contre les changements climatiques, de quelle manière il parvient finalement à agir pratiquement comme un État central, comme un État central dans la lutte contre les changements climatiques sur la scène internationale. On fait beaucoup de comparatifs aussi avec d'autres États fédérés, par exemple l'État de la Californie aux États-Unis, des comparatifs à faire qui sont assez intéressants. Comme des leaders, finalement, dans la lutte contre les changements climatiques à une échelle internationale, même si ce sont des États fédérés, donc ça, c'est assez important. Comment on travaille sur l'environnement? Aussi à travers la vulgarisation puis l'enseignement auprès des étudiants, des étudiantes au baccalauréat à qui j'enseigne. C'est cette idée-là, finalement, d'éveiller les consciences des étudiants, des étudiantes, de leur donner des grilles d'analyse pour bien comprendre les phénomènes politiques, pour être capable de mieux les expliquer eux-mêmes dans leur réseau, de leur donner ces grilles d'analyse-là dans leurs emplois plus tard. Puis chez Copticom, Copticom, c'est une firme de relations publiques en environnement et en économie sociale. Grosso modo, là, je dirais que c'est comme les deux grands champs. Et puis, moi, je travaille surtout sur les questions beaucoup plus climatiques qu'économie sociale, quoique, mais beaucoup plus changement climatique. Puis, qu'est-ce qu'on va être appelé à faire là-dedans? Un peu de tout. Je dirais qu'on a des clients sur un très grand diapason. On va travailler autant avec le gouvernement du Québec pour l'appuyer dans des focus groups, dans des initiatives pour aller chercher finalement l'avis de la société civile, par exemple, sur les questions du changement climatique. Donc, autant travailler avec eux que travailler avec l'entreprise Énergir, qui est un distributeur de gaz naturel. Oui, de gaz naturel au Québec. On sait que le gaz naturel a été longtemps considéré comme étant une énergie de transition. C'est plus le cas à la lumière de la baisse du coût des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Donc, on est dans cette idée-là d'accompagner Énergir dans sa transition du modèle d'affaires, la mise sur pied de comités de parties prenantes pour les aider finalement à mieux comprendre dans quel contexte de transition ils se trouvent, c'est quoi les meilleures stratégies à adopter, etc. Et dans le fond, ces deux, je dirais pas extrêmes, là, mais entre ces deux catégories-là d'acteurs, il y a finalement toute une tralée d'autres acteurs, d'organismes qu'on va appuyer
dans des campagnes de sensibilisation pour leur faire sortir des lignes de com, etc. Donc, ça nous permet finalement de parler de changement climatique, mais surtout d'opérationnaliser le discours, d'accompagner ces acteurs-là pour renforcer eux-mêmes leur capacité à communiquer sur les changements climatiques. Parce que justement, on en discute souvent, on a vu dans les dernières années avec les mouvements zéro déchet, avec les mouvements minimalistes, etc., on a mis beaucoup la faute sur le consommateur, mais ou du moins on a fait sentir que la faute était au consommateur. Par contre, on réalise que, justement, avec des trucs comme la fameuse COP26, on réalise qu'il y a des engagements qui sont politiques, il y a des engagements qui sont au niveau des industries. Je pense qu'on en a vu beaucoup lors de la COP26, justement, de ce genre d'informations-là. Puis c'est un peu de ça qu'on va pouvoir discuter ce matin. Donc, la question que moi, je t'avais envoyé une liste de questions, justement, parce que je trouvais ça quand même important d'en parler de cette fameuse COP-là. Oui. On se demande, nos attentes, OK? Parce que là, il est arrivé toutes sortes d'affaires. La COP26, ça vient de se terminer. Il y a plusieurs écologistes qui sont pessimistes sur les intentions des différents pays. On a vu des personnes critiquer et finalement, j'écoutais à la radio dernièrement des gens dire la COP26, c'est un échec total. Donc, c'est ce qui a été retenu. Donc, est-ce que nos attentes étaient trop élevées envers nos politiciens pour la COP26 cette année? Ben, en fait, je dirais que oui pour la COP26, mais c'est le cas de toutes les COP. Je veux dire, il y a toujours un décalage immense entre quelles sont les attentes de la société civile, des citoyens et des citoyennes, de ce que prescrit la science pour transiter vers une économie sobre en carbone qui nous permettrait de lutter contre les changements climatiques. Donc, ça d'un côté. Et de l'autre côté, le niveau d'engagement, le niveau d'ambition avec lequel les États arrivent à la COP. On dit pratiquement à toutes les COP que c'est la COP de la dernière chance. Mais ça devient un peu galvaudé, cette idée-là. Puis c'est comprenable aussi qu'on ait cette idée-là de la COP de la dernière chance, parce qu'on se dit, Colin, avec tout ce qu'on voit en termes d'impact des changements climatiques, ce qu'on entend comme prévision pessimiste d'un avenir... Ah, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, on peut comprendre, je dirais, la colère, la demande d'ambition de la part de la société civile, de la part des scientifiques. Donc, ça, je comprends ça. Je comprends que la barre est très, très élevée. Cette idée-là de la COP de la dernière chance est alimentée par plusieurs acteurs. Est alimentée par les organisateurs même de la COP, le secrétariat de la Convention cadre des Nations unies pour les changements climatiques, dans le fond, ceux qui organisent les COP chaque année, misent beaucoup sur cette idée-là de c'est la dernière ligne droite ou c'est notre dernière chance, il faut y aller, etc. Dans une perspective de vouloir mettre de la pression finalement sur les pouvoirs publics. On comprend ça. Mais c'est aussi alimenté beaucoup par, disons, les médias qui... Je les critique pas à cet égard-là, mais c'est une bonne façon de framer un enjeu, de dire que... Il y a du sensationnalisme, là, quand même, au niveau des médias. Oui, c'est ça, de vouloir fixer les attentes très, très hautes. Donc là, nécessairement, à la fin de la COP, on peut se permettre de critiquer. Je comprends en même temps la stratégie qu'il y a derrière ça, mais il faut comprendre que ça participe à ce genre de contexte un peu de pessimisme ambiant au sein de la société civile, de se dire que jamais rien qui avance. Ouais. Mais il faut quand même se rappeler à quoi servent les COP. Je veux dire, ça sert à quoi une COP? Là? Une COP, essentiellement, c'est un rendez-vous annuel, OK, où ce que les États négocient par consensus des manières de lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est pas à la COP qu'on décide que ce qu'on va faire à l'échelle domestique pour lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est le rôle de nos gouvernements. C'est notre rôle à nous, en tant que société civile, disons, de rendre nos gouvernements redevables des engagements qu'ils prennent à la COP, de faire pression auprès d'eux pour qu'ils respectent leur engagement, de les féliciter lorsqu'ils réussissent à remplir leurs engagements. Donc, la COP ne sert pas à dicter aux États quoi faire pour lutter contre les changements climatiques, mais de fixer des balises à partir desquelles les gouvernements, eux, lorsqu'ils vont mettre en œuvre la lutte au changement climatique au niveau domestique, vont pouvoir se fier. Oui, la COP, elle est importante,
C'est 2 semaines dans une année, mais pour les 50 autres semaines, c'est ce qui se passe sur le territoire national qui est important. C'est à ça qu'il faut accorder une importance, c'est ça qu'il faut regarder, et c'est là que citoyens, citoyennes, société civile, on a notre rôle à jouer. Parce que notre rôle à jouer, il est là, il est possible. C'est possible pour nous de faire pression sur les gouvernements, de les rendre redevables. Tu sais, au Québec, là, on a dit non à Énergie Est, on a dit non à GNL Québec, on a dit non au gaz de schiste, puis Colin, fin octobre, dans le discours du trône du gouvernement Legault, il s'est engagé à interdire l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en sol québécois, ce qui est quand même pas rien, considérant qu'on en a des hydrocarbures au Québec. Tu sais. Oui. Fait que quand on dit qu'on n'est pas capable d'avancer, ben je suis pas d'accord avec ça. La société civile a un rôle immense à jouer, surtout dans un contexte où on lui donne de plus en plus de place. Plus de place dans les médias, plus de place dans les COP, plus de place même auprès des pouvoirs publics qui veulent de plus en plus de transparence. On l'a entendu dans les élections municipales, l'importance qui est accordée. Ben, c'est ça. Donc, on se dit, OK, bon, ben, oui, les attentes sont hautes à la COP. On peut comprendre pourquoi. Mais je dirais que nos attentes devraient être hautes envers nos gouvernements lorsqu'ils prennent des engagements et qu'on ne devienne pas, comment je peux dire, passif devant les engagements qu'ils prennent, mais de faire disons, du monitoring puis de marcher main dans la main avec la décision pour que ça puisse avancer. Là. Ben, c'est ça, des rendre redevables, d'avoir des mécanismes de réduction de compte, de demander que les engagements qui soient pris soient respectés. Et on a cette capacité-là en tant que société civile, en tant que citoyen, citoyenne, d'avoir un vote pour témoigner finalement de ça. Et là, on a une fenêtre d'opportunité qui est quand même assez intéressante. T'sais, on a eu les élections fédérales il y a de ça quelques mois, on a eu les élections municipales la semaine passée ou il y a 2 semaines, et là, on s'en va dans un nouveau cycle d'élections provinciales l'année prochaine. Donc, on a des fenêtres d'opportunité pour être capable de signifier vraiment notre volonté de transiter vers un avenir qui est sobre en carbone, de transiter vers un avenir qui va permettre aux générations actuelles et futures de vivre dans un contexte qui est décent, avec un bien-être qui est décent, puis avec un environnement qui est propice à un développement qui est à la fois bon sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental. Wow! C'était très complet, franchement. Là, mais tu sais, je trouve ça super intéressant justement parce que tu amènes vraiment un beau développement à travers de tout ça, tu sais, puis ça amène plein de questions. J'essaie de pas trop m'éparpiller parce que je suis quelqu'un qui je vais aller grabber tout, mais je sais quand même ça va être une espèce de chaos. Puis malheureusement, le temps nous est compté, mais des points tournants. Tu sais, tantôt, là, j'ai compris que le Québec, parce qu'on parle souvent du Canada, la place du Canada, on dit que le Canada est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Finalement, on se rend compte que c'est pas si pire que ça quand on fait la comparaison avec les autres, tu sais, qu'on a quand même des bonnes initiatives malgré qu'est-ce qu'on pourrait en penser. Mais le Québec, tu disais tantôt que c'était... il y avait quand même un point fort là-dedans, qui avait des bonnes décisions, qui était capable d'être même un bloqueur d'initiatives justement de génératrices de gaz à effet de serre supplémentaires, donc il était capable d'avoir un point assez fixe. On est-tu un petit peu les Québécois puis les Québécoises comme des petits villages Astérix face à l'environnement, je dirais? Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, je veux dire... Le Québec se targue d'avoir le meilleur bilan en matière d'émissions en Amérique du Nord. Puis ce qui est vrai, je veux dire ultimement, mais la raison du pourquoi, c'est les décisions qu'on a prises il y a de ça 50-60 ans qui a fait en sorte qu'on a misé sur l'hydroélectricité pour s'alimenter en électricité au Québec. Je veux dire, ça a été des décisions qui ont été prises maintenant. Quand même. J'ai un peu l'impression qu'on est un peu à une croisée des chemins un peu semblable en ce moment, mais dans une perspective de lutte contre les changements climatiques. C'est-à-dire qu'on est à une croisée des chemins où les décisions qu'on va prendre maintenant vont avoir ces répercussions-là dans les 50 à 60 prochaines années. Le Québec, oui, on peut dire que c'est un leader en matière de lutte contre les changements climatiques. Si on regarde, par exemple, ces initiatives
lié à la tarification du carbone à travers le marché du carbone Québec-Californie, par exemple. Par rapport, par exemple, à son bilan de production d'électricité, à sa stratégie d'électrification des transports, qui est faisable étant donné l'hydroélectricité qu'on a, par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre, puis là, je fais une petite parenthèse, mais tu vas comprendre pourquoi. Le Québec n'est pas un État indépendant. Je veux dire, c'est un État fédéré, aux grandes dames de plusieurs, là. Mais c'est un État fédéré qui n'est pas signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il n'est pas signataire de l'accord de Paris parce qu'on doit être un État souverain pour le faire. Malgré tout, le Québec a cette tradition, et là j'utilise un terme paradiplomatique, c'est-à-dire de paradiplomatie, de diplomatie, disons, en parallèle, liée à la lutte au changement climatique. Okay? Dès l'adoption de la Convention sur les changements climatiques en 92, qui est comme la convention cadre de toute initiative en matière de lutte au changement climatique à l'échelle mondiale, le Québec s'est déclaré lié par lui-même à cette convention-là. Ensuite, il a fait la même chose avec le protocole de Kyoto. Ensuite, il a fait la même chose avec l'accord de Paris. Donc, même si le Québec n'est pas un État parti à l'accord de Paris, il s'est quand même engagé à mettre en œuvre dans ses champs de compétences l'accord de Paris. Et ça implique quoi? Bien, ça implique que s'il est réellement sérieux dans cette initiative-là, c'est qu'il doit respecter les mêmes engagements que les vrais États partis ont. Et un de ces engagements-là est que chaque 5 ans, les États doivent revoir à la hausse leur niveau d'ambition climatique. C'est-à-dire que le Canada s'est fixé la cible de réduction de 30% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. 2030. On voit beaucoup 2050, mais 2030, c'est pas loin, hein, tant que ça? Oui, c'est ça, c'est les objectifs à court terme. C'est ce que le Canada s'était fixé en 2015. Et là, le cycle de 5 ans est arrivé, donc en 2020. Mais là, en 2020, il y a eu la pandémie. Fait qu'on a reporté à 2021 ce cycle de rehaussement de l'ambition-là. Okay? Et là, c'est dans ce contexte-là que le Canada a rehaussé sa cible. Donc là, c'est plus moins 30%, c'est entre moins 40 et moins 45%. Okay? Donc, il y a eu comme cet effort-là de rehaussement de l'ambition. Sauf que le Québec, lui, n'a pas rehaussé son ambition. Okay. Alors que s'il avait vraiment été sérieux dans son initiative de vouloir, disons, mettre en œuvre l'accord de Paris dans ses champs de compétences, ben, il aurait dû relever son ambition, puis là, il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est quelque chose qui a été quand même, disons, critiqué par le milieu environnemental, puis même par le milieu scientifique en disant il manque un peu de cohérence dans tes politiques environnementales, dans tes politiques climatiques, et que pour vraiment, comment je pourrais dire, être en phase avec l'accord de Paris, il faudrait que tu en fasses beaucoup plus. T'sais. Fait que, oui, il y a cette idée-là qu'on est des leaders, puis c'est vrai, on est reconnu même à la COP, là, on est reconnu comme des leaders en matière de lutte au changement climatique. Mais tu sais, ça reste que c'est à peu près 50% de l'énergie qu'on consomme au Québec. Là. Je ne parle pas d'électricité, mais je parle d'énergie. Là. Ça reste du pétrole. Là. Tu sais, je veux dire, c'est le pétrole. Oui, comme on est encore là pour la plupart des pays quand même. C'est ça. Puis en termes d'ambition climatique, ben, on pourrait en faire encore davantage. La cible du Québec est une cible qui est en phase avec le respect du 2 degrés Celsius de réchauffement. Alors qu'on sait que ce qu'il faudrait faire, c'est limiter le réchauffement à 1,5 degré parce que sinon, on se retrouve avec des impacts, disons, irréversibles des changements climatiques qui pourraient affecter des populations vulnérables. Oui, puis les populations vulnérables, justement, on parle souvent, je voyais justement durant la COP, on parlait des pays du Sud, on parlait qu'on était interdépendants des pays du Sud, mais limite, on est presque plus dépendants d'eux autres qu'eux autres sont dépendants de nous par bout, là, parce qu'ils seraient capables de très bien vivre sans utiliser leurs ressources pour nous, parce que c'est quand même ça qu'ils font, on ne se le cachera pas. Mais même au Québec, quand je pense aux Premières Nations, par exemple, au nord du Québec, ils sont desservis en gestion des matières résiduelles, ils sont desservis en eau potable, ils sont desservis en confort. Quand on parle du Sud, des fois, il faut penser, mais même sur notre propre territoire, puis même j'en parlais avec Alex, la Russie, c'est un exemple aussi où les pays plus au nord, ils n'ont même pas accès à de l'eau, ils n'ont même pas accès à de la chaleur, puis il fait moins 70, façon de parler.
Est-ce que ce sont des sujets qui ont été discutés durant la COP ou on s'est concentré sur ce qui est visible, mais pas sur ce qui est invisible? Ben, en fait, deux choses. La première, par rapport aux enjeux, prenons les enjeux autochtones. OK? Les enjeux autochtones, ce sont des enjeux qui sont connus depuis longtemps, mais qui émergent vraiment depuis les toutes dernières années là, en matière de stratégie de lutte au changement climatique. Ouais, dans les médias, entre autres, là. Oui, dans les médias, entre autres, mais vraiment dans les négociations. Tu sais, je veux dire, les enjeux autochtones, c'était pas quelque chose qu'on voyait tant que ça apparaître comme enjeux cruciaux, disons-le comme ça. OK. Et là, à la COP26 cette année, ça a pris un autre tournant. On a vraiment eu des groupes qui ont fait pression, surtout auprès de ce qu'on appelle l'article 6 de l'accord de Paris, qui sont en fait la mise sur pied d'un marché du carbone mondial. Okay? Dans le fond, ce que ça permettrait de faire, ce serait, par exemple, là, je prends un exemple comme ça, là, mais on pourrait avoir, mettons, le Canada qui décide de financer un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Brésil, OK, par exemple, par, je ne sais pas moi, la plantation d'arbres, OK, appelons-le comme ça. Et puis, il y a des groupes qui ont fait pression pour que l'utilisation de ces mécanismes-là de marché soit conditionnelle au respect des droits de l'homme. Ça veut dire que les communautés autochtones qui sont sur ces terres-là doivent avoir leur mot à dire sur la plantation des arbres, par exemple. Parce qu'on a vu des projets, notamment les projets de REDD+, là, qui étaient finalement qui faisaient en sorte qu'on délogeait des communautés autochtones de territoire. Okay? On les enlevait de leur territoire pour aller planter des arbres pour dire, OK, bon, ben, on met sur pied des puits de carbone pour aller retirer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est où on va planter. Ben, c'est ça. En fait, là, il y a vraiment des questionnements très, très importants à avoir là-dessus. Donc, il y a eu beaucoup de tractations qui ont été faites. Et là où ce qu'on a eu le plus de réticence, c'est surtout auprès de l'Arabie Saoudite qui a eu de la difficulté à accepter le fait qu'on rende l'utilisation de l'article 6 conditionnelle au respect des droits de l'homme. Okay. Et là, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des concessions qui ont été faites. C'est pas parfait encore, mais c'est quelque chose qu'on prend en considération. C'est quelque chose qui va être appelé à s'accroître au fil du temps. Moi, c'est un peu la prospective que j'offre, là. C'est que du moment qu'on commence à en parler à une COP, du moment que ça commence à faire du bruit dans les médias, il va y avoir un talonnage vraiment, vraiment solide sur cette question-là au fil des prochaines COP. Donc, moi, je suis optimiste par rapport à cette idée-là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport aux communautés du Sud, c'est qu'il faut comprendre que, dans le fond, les COP, la manière que c'est négocié, c'est que c'est négocié par consensus. Okay? C'est pas voté à la majorité des textes. OK, fait que c'est des consensus, il y a des compromis qui sont faits finalement. Là. Oui, c'est des compromis, mais ça veut dire que s'il y a des acteurs qui tiennent réellement là, quelque chose, là, vraiment solide, là, ils peuvent ralentir les négociations, voire les faire dérailler pour avoir préséance sur ce qu'ils veulent avoir dans les textes de négociation. Si on prend l'exemple qu'on a eu à Paris, OK? À Paris, on avait dans l'idée de dire, OK, on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Et là, tu as les petits États insulaires du développement, en développement, là, Kiribati, Tuvalu, île Salomon, là, les îles Pacifiques là, qui sont à moins d'1 mètre de dénivelé par rapport au niveau de la mer. Ils vont être les premiers s'il arrive quoi que ce soit avec la fonte des glaciers. Là. En fait, qui sont déjà les premiers. Effectivement. On voit déjà les répercussions. En fait, eux sont arrivés avec l'idée du 1.5 to stay alive. Okay? 1.5 degrés pour rester en vie. Okay? Eux, ça a été vraiment leur méga branding qu'ils ont amené à la COP. Et eux ont bloqué les négociations à la COP en faisant beaucoup de pression pour avoir le 1.5 dans l'accord de Paris. Et ils ont réussi à faire ça. Quand c'est une question de survie, là, c'est pas une joke. C'est ça, c'est super important. Puis là, lorsqu'on est arrivé à la COP26 cette année, disons le mantra de la présidence britannique, parce que c'était au Royaume-Uni, le mantra c'était
we want to stay 1.5 alive. On veut garder cet objectif-là de 1.5 degrés Celsius en vie. Tu sais. Et ça, ben, c'était alimenté justement par les pressions de ces pays du Sud-là qui sont les premiers à être affectés par les changements climatiques, mais ils ont un poids très important. Tu sais. Il y a des déficits, il y a des, comment je peux dire, il y a des problèmes à cette idée de consensus-là, parce que tu sais, il faut toujours réussir à s'entendre, machin, etc. Sauf qu'il faut quand même se dire que ça rééquilibre un peu les pouvoirs en faveur des pays plus vulnérables, par exemple. Tu sais, ça leur donne ça leur donne un vote au même titre que ça va donner un vote à la Chine, que ça va donner un vote à l'Inde. C'est sûr qu'il y a des nuances à apporter, mais ça reste qu'ils ont quand même ce poids-là. Ils ont ce poids-là pour demander qu'on mette des initiatives en place sur les pertes et préjudices, sur le financement de l'adaptation, sur le financement climatique en général. Tu sais. Fait qu'ils ont un poids et je pense honnêtement que c'est une des grandes forces du régime climatique, c'est de permettre à ces pays-là d'avoir une réelle voix. Tu sais. Puis ils sont tellement appuyés par les groupes de la société civile à l'échelle mondiale, surtout par les jeunes, les mouvements jeunes sont très, très grands alliés à ces pays-là, qu'ils ont vraiment un poids très considérable, très important. Fait que ça, c'est encourageant aussi. C'est encourageant de voir ça. Et tu penses quoi, au fond? On a entendu beaucoup parler dans les médias de l'Inde, donc ils ont vraiment mis le doigt sur l'Inde, ils ont dit limite, c'est des pas fins. On a eu la version c'est des pas fins parce qu'eux autres veulent rien faire, alors que l'Inde, eux autres, ont dit, ben écoute, nous autres, on a tout le temps été bloqués dans notre avancement économique, puis là, on a une possibilité d'accroître notre puissance économique, puis vous voulez qu'on arrête? Eux, au fond, quel impact ça pourrait avoir sur les objectifs à long terme, là, de faire marche arrière? Tu sais, là, tu viens de parler du 1.5 pour ces pays-là, mais ces pays-là, tu sais, il y a des répercussions d'un côté. Et d'un côté, eux autres veulent accroître leur puissance économique, eux autres veulent survivre. Socialement, économiquement, ici, c'est comme, on veut sortir de cette espèce de problème-là, puis eux autres sont comme, ben, on veut pas tant que vous sortiez de là-dedans, parce que nous autres, tu sais, c'est déchiré à quel point, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant le cas de la Chine parce que, puis tu sais, c'est là que tu vois un peu la Chine et l'Inde, là. Oui, parlons de la Chine et l'Inde, là. Mais c'est là que tu vois un peu les limites, je pourrais dire, de la capacité de nuance qu'on peut avoir auprès des médias avec le temps qu'ils ont accordé à rédiger des articles. 5 minutes. Avec le nombre de temps qu'ils ont pour faire de l'analyse, la rédaction, on sait que ça va extrêmement vite. Puis, je les critique pas, là. C'est leur réalité. Ils ont un certain nombre de mots, une certaine quantité de temps accordé, puis je comprends ça. Mais il faut remettre un peu en perspective, je vais prendre le cas de l'Inde, par exemple. Lorsque tu regardes les émissions de gaz à effet de serre, OK, par, disons, mettons, par pays. L'Inde est cinquième au niveau mondial en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Le Canada est loin de là. T'sais. Mais si tu regardes les émissions par habitant, okay, l'Inde émet par habitant en bas d'une tonne de gaz à effet de serre. Okay? Si tu regardes le Canada, on est à 14 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Okay? Fait qu'on a un bilan carbone par personne 7 fois plus élevé que les Indiens vont avoir. C'est le consommateur au Canada le problème, tandis qu'en Inde, c'est plus la structure du pays. La structure, en fait, disons, le problème de l'Inde, c'est le fait que l'électricité est produite à partir du charbon à la base. Je veux dire, il y a là le gros problème. Mais si tu regardes le PIB par habitant, dans le fond, comment je pourrais dire, le pouvoir d'achat. En fait, la quantité de richesse qui est produite dans une année par le pays, lorsque tu le divises par le nombre d'habitants, OK, on est environ à 2000 $ par année par Indien, pour un Indien. On est loin du 15 $ de l'heure du salaire minimum voulu au Québec, hein? C'est ça. Puis au Canada, on est à 40 000 $, OK? Fait c'est 20 fois plus élevé. Donc, c'est normal d'avoir l'Inde qui se dit, ben écoute, oui, je veux me développer, là, mais je veux pas seulement augmenter mon potentiel économique, je veux aussi assurer
un bien-être auprès de ma population, c'est normal qu'ils disent aux autres pays développés, ben, oh, OK, minute, là. T'sais, moi, j'émets 2 tonnes de CO2 par personne, OK? Par rapport à 14 tonnes pour le Canada, par exemple. Puis mon PIB par habitant est 20 fois inférieur à celui du Canada. Tu sais, t'es qui le Canada pour me dire il faut que tu freines ta production de gaz à effet de serre alors que tu en produis 7 fois plus que moi par habitant. Tu sais? Fait qu'il y a comme ce déséquilibre-là qui nous amène un peu à relativiser et à comprendre pourquoi finalement l'Inde, on peut comprendre que c'est important pour elle finalement d'avoir un développement économique qui lui permet à sa population finalement d'avoir un meilleur état de vie. Mais cela dit, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le long terme? Ben, c'est sûr que le plus longtemps disons qu'on reporte la mise au rencard des émissions de gaz à effet de serre, disons, moins grande la fenêtre d'opportunité va être pour limiter le réchauffement à 2 degrés puis le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Tu sais, ce que l'Agence internationale de l'énergie, qui est comme l'agence la plus importante à l'échelle mondiale au niveau de l'énergie, ce qu'elle nous disait cet été, c'était que pour atteindre la carboneutralité en 2050, puis dans le fond, respecter le 1,5 degrés Celsius, il faudrait dire non à tout nouveau projet de charbon, de pétrole et de gaz naturel dès aujourd'hui. Pas demain, pas l'année prochaine, en 2030, aujourd'hui. Donc, c'est sûr que le plus longtemps qu'on attend, le plus difficile ça va être. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que dans le pacte de Glasgow sur le climat, qui est dans le fond le texte qui a été adopté après Glasgow, c'est la première fois depuis le début du régime climatique, enfin, première fois depuis 30 ans, qu'on mentionne les énergies fossiles dans un texte de négociation. Donc, c'est la toute première fois que la COP met ça en avant. Exactement. La première fois. Même dans l'accord de Paris, on ne le mentionnait pas. Et là, c'est la première fois qu'on se dit, OK, il faut qu'on réduise... en fait, on invite les pays à transiter vers des modèles économiques sobres en carbone, dont via la réduction de l'utilisation du charbon sans système de captation de carbone. Bon, ça fait beaucoup là, de si, là, mais on le mentionne quand même. Et c'est la première fois aussi qu'on mentionne l'idée qu'il faut réduire les subventions aux énergies fossiles, les subventions dites inefficaces. Qu'est-ce que ça veut dire inefficace? On ne le sait pas trop, mais en tout cas, il y a quand même cette porte qui est ouverte là à l'idée que on sonne un peu la cloche de la fin des énergies fossiles, puis on est comme vraiment... je pense que c'est le début d'une nouvelle ère pour les énergies fossiles. Et le fait que, on a entendu parler du fait qu'il y avait à peu près 500 représentants du lobby pétrolier à la COP cette année. Oui, il y en avait quand même beaucoup des lobbyistes. Là. Oui, sauf que ça témoigne du fait que ça va pas bien, là. Ça va pas bien là, pour le secteur pétrolier. Là. Pour qu'eux mobilisent 500 représentants pour aller promouvoir leur idée, ça veut dire qu'ils sont un peu dans l'eau chaude en ce moment, tu sais. Puis l'eau chaude, elle se réchauffe. C'est pas une bonne nouvelle pour l'industrie pétrolière et gazière et du charbon qu'on a eu à la COP26. D'autant plus que au niveau énergétique, les énergies renouvelables sont de plus en plus économes par rapport aux énergies fossiles. L'année passée, c'était la première fois que le financement accordé aux énergies renouvelables était supérieur au financement qui était accordé aux énergies fossiles. Donc, on voit vraiment un changement de paradigme. Là, les plaques tectoniques là, se déplacent en ce moment. Là, puis on est témoin de ça en ce moment. Oui, on a remarqué, puis même la NASA, au fond, elle faisait des recherches par rapport à ça dernièrement, puis elle montrait qu'il y avait certains endroits qui allaient être mouvoir, il y avait certains super volcans qui étaient en déplacement, tu sais, il y a comme vraiment un mouvement au niveau de la planète, puis ça c'est peut-être plus avec un géologue qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais quand même ça aussi, ça peut avoir des impacts sur les changements climatiques puis sur nos objectifs, puis on n'a pas le contrôle là-dessus. Là. Bien, ça c'est vraiment les phénomènes naturels sur lesquels effectivement on n'a pas de contrôle, tu sais.
Si on avait juste les phénomènes naturels d'émission et de captation d'émissions de gaz à effet de serre, parce que ces émissions de gaz à effet de serre, c'est un phénomène naturel. Là, c'est ce qui nous permet d'avoir une température qui est vivable sur Terre là, pour les écosystèmes. Là. Oui. C'est du moment qu'on a trop d'émissions de gaz à effet de serre que la planète se réchauffe, qu'on a des changements climatiques, etc. Là. Mais si on avait vraiment juste disons, le système naturel en place, on n'aurait jamais des hausses de température comme ça. Là. Je veux dire, la hausse des parties par million de gaz à effet de serre elle n'a pas doublé, mais je pense qu'elle a augmenté d'une fois et demie depuis l'ère pré-industrielle. On se rapproche de ce que je lisais de l'Éocène, qui est une époque où en Alaska, par exemple, c'était un endroit verdoyant là, où il y avait la possibilité de faire de la culture. Là. On s'en va pour là. Oui, c'est ça. Ben, je suis plus ou moins familier avec ça, mais moi, je suis plus familier avec les parties par million qu'on appelle, là, les parties de gaz à effet de serre par million. Puis on est passé de 280 BPM à l'ère pré-industrielle, puis là, on est on fraude à peu près les 420 BPM. Là. Fait que, on a augmenté de pratiquement une fois et demie, finalement. T'sais. Fait que ça, c'est pas d'origine naturelle. Là, je veux dire, ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet depuis l'ère pré-industrielle à travers notre industrialisation et maintenant, l'industrialisation des pays du Sud, là, ce qu'on appelle le Sud global, et aussi à travers nous, notre consommation qu'on fait surtout de manière énergétique. Aux États-Unis, surtout avec les combustibles fossiles, et au Canada, au Québec, à travers notre consommation d'énergie fossile pour nos véhicules. T'sais. Je me demandais justement, par rapport à tout ça, on voit vraiment que présentement, il y a de la tiraille. Dernièrement, j'ai lu un livre qui s'appelle « Pour une économie du 99%, 20 mythes pour déboulonner le capitalisme ». J'avais lu ça un peu, puis justement, on avait lu les mythes sur le pétrole, etc., puis sur l'interdépendance, mais il y a quelque chose qui était écrit dans ce livre-là, puis ça m'avait marqué, c'est toute solution en lien avec le capitalisme est une solution qui va forcément mener à une potentielle destruction. Donc, c'est sûr que c'est voué à un échec, mais mon point n'est pas d'amener la notion du capitaliste là, mais bien de dire, est-ce que... C'est tout un autre débat. Non, c'est ça. Je m'en vais pas là. Où je veux m'en aller avec ça, c'est... Présentement, justement, l'Inde, la Chine, les pays du Sud veulent se développer. Les pays du Nord, les pays plus développés veulent justement faire de la réduction, ou du moins ont une tendance vers ça, puis essaient d'avoir un certain contrôle vers le reste. À travers de tout ça, on a toute l'industrie pétrolière qui a une grogne, qui ont des milliards de dollars d'investis là-dedans, puis eux autres, là, ils veulent rentabiliser leur plateforme, ils veulent rentabiliser tout ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça peut être un potentiel enjeu pour une genre, et là, on dit un gros mot, guerre? Oui, c'est effectivement un gros mot. Honnêtement, je pense pas. En fait, on n'est pas là. Il n'y a pas d'indicateur qui pointe vers ça. Moi, je te dirais qu'il va probablement avoir des tensions qui vont être liées à l'exploitation du pétrole dans les prochaines années, voire les prochaines décennies. Tu sais, ça, je pense qu'effectivement, on risque d'avoir des tensions là-dessus, en termes d'exploitation de ressources naturelles. Potentiellement le gaz, quoique, là, j'aimais certaines limites, là, mais le pétrole, ça se peut. Là, là, je voyais des graphiques hier où ce qu'on imaginait un peu la trajectoire d'exploitation du pétrole à l'échelle mondiale. Puis ce qu'on voyait essentiellement, c'est qu'on voyait tous les États qui font partie de l'OCDE, là, qui est dans le fond une organisation de coopération des États, disons, démocratiques avec une économie de marché. Dans le fond, tous ces pays-là, à l'horizon 2050, vont avoir mis terme à l'exploitation du pétrole, grosso modo. Okay. Et ce sont essentiellement les pays de l'OPEP qu'on appelle, là, dans le fond, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Là. Fait que là-dedans, on a Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, dans le fond, les pays du Golfe, là, les pétromonarchies du Golfe, on a aussi le Venezuela là-dedans, bon, etc. C'est essentiellement eux qui vont se retrouver dans une situation de production de pétrole. Parce que, tu sais, on ne mettra pas totalement fin au pétrole en 2050. On va quand même en utiliser, ça va être beaucoup moins, sauf qu'on va quand même avoir cette exploitation-là. Et on sait que
cette région-là du monde, à travers des luttes géopolitiques, des luttes de pouvoir, de contrôle géopolitique, pourrait faire en sorte qu'il y ait des tensions qui émergent par rapport à l'exploitation du pétrole. Mais tu sais, je ne m'avancerai pas plus que ça parce que c'est pas mal la limite de l'analyse prospective que je peux faire. Il va probablement avoir des tensions par rapport à ça. Sauf que là où, selon moi, il faut plus s'inquiéter en termes peut-être pas de guerre, mais disons de tensions vives. Tensions politiques, là. Même plus que politique, ça va être les tensions qui vont être liées aux impacts des changements climatiques. Les tensions liées, par exemple, aux migrations forcées, à travers les catastrophes à évolution rapide puis à évolution lente. Là, je fais la distinction. Catastrophes à évolution rapide, c'est tout ce qui est, par exemple, des grosses inondations, des pluies diluviennes, des ouragans, des typhons, etc. Des réfugiés, puis des migrations vers des pays plus riches. Là. Plus riches, j'aime pas le terme. Là, il peut y avoir des migrations qui sont forcées étant donné des catastrophes naturelles comme ça. Des migrations forcées instantanées. Puis tu peux aussi avoir des migrations forcées qui sont liées aux catastrophes à évolution lente. Là, on parle par exemple de la désertification, on parle de la perte de rentabilité des terres arables, par exemple, qui ferait en sorte que des populations quittent un certain territoire pour aller ailleurs, que ce soit au sein même de leur pays ou même d'aller dans d'autres pays. Tu sais. Et là, tu pourrais avoir des tensions qui seraient très importantes et on commence déjà à en voir. Tu sais, on commence déjà à voir à la frontière, par exemple, du Bangladesh et du Pakistan, là, on commence à voir certaines tensions liées, par exemple, aux catastrophes naturelles. Il risque aussi d'avoir des tensions liées à la lutte pour les ressources, notamment agricoles, notamment les ressources en eau. Donc, si on a un focus à mettre sur l'aspect sécuritaire de la transition, ou plutôt des prochaines années dans une perspective de lutte au changement climatique, ce ne sera pas tant sur la question de l'exploitation de ressources naturelles plutôt que sur les impacts des changements climatiques qui vont mener certaines populations à devoir quitter malheureusement leur territoire pour être en mesure d'avoir une bonne qualité de vie. Tu sais. Est-ce qu'à propos de ça, justement, pour éviter que ces tensions-là mènent à foutre un bordel dans la paroisse, comme j'aime dire, là, est-ce qu'il pourrait y avoir des pays qui disent « OK, nous, on la fameuse frontière imaginaire que tous les pays se sont créés, est-ce que ça pourrait éventuellement, justement, avec les changements climatiques, est-ce que ça a été discuté à la coop, ça, d'éventuellement d'ouvrir des frontières, de laisser les gens, justement, migrer comme jadis naguère, le monde le faisait, tu sais, dans des situations comme celle-là? » Ben, tu sais, il y a eu des précédents, notamment avec des petites îles du Pacifique. Je ne me rappelle plus c'est laquelle. C'est peut-être Kiribati, Tuvalu, là, je ne me rappelle plus exactement. Un cas de premier réfugié climatique, en fait, qui avait demandé asile, je pense, ou d'être réfugié. C'est soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie, là, je ne pourrais pas te dire. Et finalement, ben, ça a fait quand même pas mal de bruit, ça, tu sais. Puis ça a fait en sorte qu'on a eu cette discussion-là qui a commencé à émerger. Je pense que les pays ne veulent pas ouvrir cette boîte de Pandore-là encore. Tu sais, okay. Je pense qu'il y a non seulement encore cette idée-là selon laquelle on va avoir une certaine capacité d'adaptation au changement climatique. On va avoir une certaine capacité d'atténuer les changements climatiques si on réussit à réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans un avenir à court et moyen et long terme. Et que si on commence à ouvrir cette question-là d'ouverture des frontières, ça risque de créer beaucoup de bisbilles puis d'ouvrir réellement une boîte de Pandore. Là. Pour l'instant, c'est pas un enjeu qui est abordé à la COP. Tu sais, ce qui est surtout abordé à la COP, c'est on veut du financement pour s'adapter au changement climatique parce que visiblement, les changements climatiques sont réels, ils vont s'accroître, il va falloir qu'on s'adapte davantage dans les prochaines années. Mais aussi, puis ça, c'est un nouvel enjeu qu'on voit émerger de plus en plus et qui a même été un enjeu crucial à la COP cette année, c'est la question des pertes et préjudices. Je ne sais pas si tu es familier avec ce terme-là. Oui, je commence à en entendre parler et à m'informer là-dessus. On a l'atténuation des changements climatiques qui passe par réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation des puits de carbone en plantant des arbres, par exemple. Ouais. On a l'adaptation au changement climatique qui est comme, OK, bon, visiblement, les changements climatiques sont là, donc il faut s'adapter. Donc, la technologie rentre là-dedans, par exemple.
C'est ça, technologie, on améliore nos infrastructures, on met sur pied des systèmes d'alerte pour éviter qu'il y ait de trop gros impacts de changement climatique en cas de catastrophe naturelle, par exemple. Et ensuite, on tombe dans les pertes et préjudices. Donc, ça, c'est, OK, lorsque ni l'adaptation, ni l'atténuation ont empêché les changements climatiques, et lorsqu'on a réellement déjà des changements climatiques, donc une catastrophe naturelle, par exemple, ben là, on a des pertes, on a des préjudices qui doivent être payés par quelqu'un. Et là, tu as les pays du Sud qui se disent, ben, tu sais, oui, je peux payer, mais j'ai pas ce financement-là, de un, et de deux, c'est pas moi qui est responsable de ça. Tu sais, je veux dire, ultimement, les Tuvalu, les Tuvalu, Kiribati, les petits États insulaires en développement, c'est pas eux là, qui sont responsables des changements climatiques, du réchauffement climatique. Ce sont essentiellement les pays riches qui, depuis l'ère pré-industrielle, ont émis une quantité phénoménale de gaz à effet de serre qui font en sorte qu'eux, maintenant, en payent le prix. Donc, la question du financement de la lutte au changement climatique auprès de ces pays-là n'est pas une question de simple charité et de dons, puis de se dire qu'on a fait une bonne action aujourd'hui. C'est une question vitale. C'est une question de justice climatique. C'est une question de dire, mon comportement t'a affecté, et ce serait peut-être une bonne idée de compenser finalement pour ces dommages-là, pour compenser pour ces préjudices-là. Pour l'instant, c'est excessivement difficile d'avoir cette reconnaissance-là auprès des pays développés de la nécessité d'avoir un appui et d'avoir du financement. On le reconnaît là, dans le texte de la COP26 qu'il faut augmenter l'appui. On le reconnaît. On le reconnaît qu'il faut avoir du financement. Oui, OK, mais ça ne se traduit pas encore. Ça ne se traduit pas encore parce que ce que j'anticipe, c'est qu'au cours des prochaines années, ça va prendre de plus en plus de place, puis on va en avoir. Mais ça ne se traduit pas encore en action concrète. On a eu l'Écosse qui a mis un montant symbolique de 1 million de dollars dans un fonds pour les pertes et préjudices. Ce qui est une avancée superbe. Okay? Les négociations climatiques internationales, c'est comme ça que ça fonctionne. On met une brique qui met une base, puis ensuite, l'année d'après, on augmente, puis ensuite, on construit finalement une structure qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et là, on a mis la première brique. Là. Cette brique-là, elle est mise. Là, reste à voir comment on va être capable de mobiliser les pays riches pour avoir des fonds qui permettraient à ces pays-là d'avoir compensation pour les pertes et préjudices. Puis, c'est un enjeu qui est quand même nouveau au sein des négociations climatiques, mais qui est tellement important. Je veux dire, où est-ce qu'on en est en ce moment, là, où est-ce que les changements climatiques sont visibles, l'augmentation du niveau de la mer est déjà là, l'érosion est déjà là, la salinisation des terres arables dans les petits insulaires en développement, on les voit déjà, les hausses de chaleur, les catastrophes naturelles exacerbées par les changements climatiques, on les voit déjà. Donc là, c'est de dire comment on fait pour appuyer ces pays-là dans cette lutte au changement climatique. Moi, de ce que j'écoute depuis le début de cette discussion-là, qui est fort intéressante, ce n'est pas que ça a été un échec, au contraire. C'est que ça a permis de construire une base. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça que j'entends depuis tantôt. Là. On aura beau dire ce qu'on veut, de dire ça a été un échec, on n'a pas de résultat, on n'a pas de. Ça n'a rien donné. Non, c'est pas vrai. C'est comme d'avoir puis là, je vais y aller cru, là. C'est comme d'avoir un meeting avec ton chum, d'avoir une discussion, tout le monde se chicane, puis finalement, à la fin, il y a quand même du monde qui ressort avec du bon de ça, puis qui vont faire des changements pour améliorer la situation des deux parties, là. Oui, moi, c'est de cette façon-là que je le vois. C'est loin d'être parfait. Là. Je veux dire qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a encore une quantité immense de travail à faire. Là. Mais on avance. Puis, tu sais, ce qui arrive, puis, tu sais, l'analogie que j'aime employer, c'est de dire que, tu sais, c'est comme si on court le 100 mètres, là, puis l'urgence climatique, là, elle court définitivement plus vite que notre niveau d'ambition. Puis, tu sais, c'est comme si oui, notre niveau d'ambition, il avance, là, mais l'urgence climatique, elle court plus vite que nous. Là on a pris, c'est comme si on a pris conscience que on court pas assez vite. Puis là, ben, il faudrait peut-être accélérer la cadence. Et là, on est en train de mettre sur la table les mécanismes pour être capable d'accélérer cette vitesse-là. Moi, j'ai l'impression que il faut pas se décourager. On a, en tant que citoyenne, en tant que société civile, on a un poids, on a un impact qui est important.
Puis il faut le faire valoir. Là, il faut aller voir nos élus, même temps municipaux, pour qu'ils respectent leurs engagements en matière de lutte au changement climatique, de protection de la biodiversité. Il faut faire partie d'organisations qui font pression sur les gouvernements pour qu'ils soient redevables de leurs engagements climatiques, pour qu'ils en fassent davantage, qu'ils reconnaissent lorsque les gouvernements font des bonnes choses. Oui, chacun, de notre côté, il faut le plus possible réduire notre consommation de viande, diminuer, même mettre un terme à l'utilisation de l'essence pour se déplacer, réduire nos voyages en avion, s'assurer de réduire à la source finalement nos comportements néfastes au changement climatique, puis à la perte de biodiversité. Fait que, d'éviter d'acheter neuf, essayer de consommer, comment on appelle ça? Des biens usagés. Là, tu rentres dans ma crowd. Là. Oui, c'est ça. C'est ça, d'aller dans l'usager pour éviter de toujours avoir à créer plus. Parce que, dans un contexte d'économie fossile, parce que je l'appelle comme ça, là, je veux dire, notre économie fonctionne à partir des énergies fossiles encore en ce moment, ben, je veux dire, quand tu consommes n'importe quoi qui est neuf, là, ben, tu participes à cette économie fossile-là. Mm-hmm. Puis si tu décides d'aller à friperie, puis d'aller acheter de l'équipement électronique qui est usagé, puis etc., disons que, comment je peux dire, tu réduis un peu à la source cette économie-là qui est néfaste de par son alimentation par les énergies fossiles. Mm-hmm. Tu rentres dans l'économie circulaire, là. Ben, c'est ça, d'aller vers la réparation plutôt que le remplacement, etc. Fait que ça, c'est... Là, quand tu rentres là-dedans, je veux dire, là, c'est un tout nouveau monde, là, puis moi, je suis pas expert là-dedans, là, mais je veux dire, c'est ce que j'entends comme étant la manière dont les citoyens, les citoyennes peuvent le plus s'approprier la lutte au changement climatique, la protection de la biodiversité. Mais n'empêche que les 3 plus grands comportements qu'on peut changer dans la lutte contre les changements climatiques individuellement, c'est réduire notre consommation de viande, réduire notre utilisation du véhicule à essence, puis réduire nos transports par avion. Si on fait ça, déjà là, on a un gros impact sur notre bilan carbone. Puis si en plus on ajoute à ça l'implication dans des groupes environnementaux qui font pression, qu'on ajoute à ça le fait de s'éduquer sur les changements climatiques, qu'on ajoute à ça le fait de sensibiliser ses proches en matière de lutte au changement climatique, de l'importance d'avoir des comportements bénéfiques, bien là, on devient des acteurs de changement. Mm-hmm. Puis moi, l'espoir de la lutte au changement climatique, là, elle est là. C'est qu'on incarne nous-mêmes des acteurs de changement de par nos propres comportements, mais de par l'influence qu'on peut avoir sur le comportement des autres aussi. Oui. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui disait dans le chat, ça me fait rire parce que c'est souvent quelque chose qu'il revoit. Il dit le jour où il va avoir un crash à un moment donné parce que les baby boomers vont partir, puis là, les jeunes vont prendre la place, puis là, ça va être mieux. J'aimerais apporter une notion là-dessus, même si ça me fait sourire, c'est que quand je donne des conférences sur le mode de vie zéro déchet, mode de vie minimaliste, économie circulaire, ce n'est que des personnes âgées dans l'assistance, genre qui veulent venir aider leur belle-fille à s'améliorer, leur fils, qui veulent, comme avec les petits-enfants, qui essayent de faire des changements pour que au niveau des 30-50 ans, justement, qui sont présentement ceux qui consomment le plus, qu'il y ait des changements qui se fassent. Fait que ça me fait toujours sourire parce que on en entend beaucoup parler dans les réseaux sociaux parce que ils ont peut-être plus de temps que les autres, puis c'est peut-être eux autres qu'on entend le plus chialer, mais sur le terrain, moi, ce que je vois, c'est principalement et des femmes. C'est vraiment des femmes que je vois sur le terrain et des femmes âgées que je vois qui viennent me voir pour comment je peux les aider à les motiver à changer. T'sais. Oui, c'est ça. Ben, je sais pas si tu es familière avec le baromètre de l'action climatique du Québec. Je sais pas si écoute, là, je suis pas à jour, je t'avoue honnêtement, mais l'année dernière, j'ai été un peu plus. Là. Parce que ça, c'est vachement intéressant comme dans le fond, c'est qui donc qui fait ça? C'est le laboratoire, je pense qu'il y a 1.5. C'est pas l'IDREC? C'est l'université de la... En tout cas, je sais qu'il y a 1.5 qui travaille là-dessus. Là. Oui, 1.5, c'est ça. Parce que ça nous dit réellement quels sont les différents profils
d'acteurs dans la lutte contre les changements climatiques, tu sais. Puis c'est exactement ça. Les femmes, là, entre 40 et 60 ans, là, ce sont celles qui sont les plus alertes et les plus impliquées. Tu sais. Puis après ça, quand tu tombes, en fait, les femmes de 40 à 60 ans sur l'île de Montréal, là, tu sais, en tout cas. Ouais, souvent le baromètre est fixé principalement où il y a le plus de potentiel de gens. Là. Puis là où on a le plus de difficultés, ce sont les hommes de 30 à 45 ans, célibataires, pas d'enfants, dans la région de Québec. Tu sais. Fait que là, le clash va partir. Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que c'est intéressant de voir que le baromètre dresse 6 profils. Tu sais, 6 profils. Par région. Oui, on prend en considération les régions, mais c'est qu'on est réellement capable de voir finalement comment adapter notre discours, finalement. Tu sais, comment guider ces gens-là dans la prise de conscience, dans le renforcement des capacités. Fait que, tu sais, c'est là que tu dis, OK, on peut adopter tel comportement, tel discours avec telle population, telle frange de la population, ou tel autre discours avec telle frange de la population. Et ça, c'est des outils qui sont hyper intéressants pour les communicateurs, les communicatrices en changement climatique, comme toi, comme moi, comme plusieurs autres, parce que ça nous dit, OK, à qui on s'adresse, puis quel genre de discours qu'il faut avoir. Fait que ouais, c'est un outil qui est vachement intéressant. Puis moi, ce que je trouve drôle par rapport à ça, c'est qu'une des raisons qui a fait que je suis partie de Facebook vers Twitch, c'est ça, je me suis dit, OK, j'ai fait le tour, j'ai rencontré des gens, principalement c'est des femmes, elles sont convaincues. Maintenant, comment je fais pour aller chercher monsieur? M'en va jouer à des jeux vidéo sur Twitch. C'est legit ça que j'ai fait. Quelle stratégie? Ouais, tout à fait. Je vais aller chercher un autre crowd, puis il y a plein de... je dis plein, mais au Québec, j'ai remarqué plein de petits streamers comme des plus gros qui, des fois, sont venus me voir, puis « Hey, tu m'as donné le goût d'essayer telle affaire. Hey, tu m'as donné le goût de faire telle chose. Je suis rendue avec une bouteille d'eau réutilisable. » J'arrive dans leur chat, ils sont comme « Check, j'ai une bouteille d'eau réutilisable. » Puis là, je suis comme... Tu sais, c'est niaiseux, mais juste le fait que j'ai comme débarqué puis on dit je te suivais sur Facebook, je sais que t'as fait ça, ça a fait ça. Puis moi je suis comme waouh, c'est gros cœur, je suis full contente de ça. T'sais. Ah oui, tout à fait. Mais hey, écoute, super intéressant. T'as-tu un petit mot de la fin pour nous ou quelque chose que tu voudrais nous inviter à suivre prochainement par rapport à tout ça? Écoute, c'est sûr, suivre prochainement, je dirais, là, on a parlé de la COP26 comme étant la COP des engagements puis des promesses. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris sur la question de réduction du méthane, que ce soit de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles, etc. Ce qui va être à suivre essentiellement, c'est comment qu'on va mettre en œuvre ces engagements-là à l'échelle domestique. Puis comment nous, en tant que citoyens, citoyennes, en tant que société civile, on est capable de rendre nos gouvernements redevables des engagements qu'ils ont pris. C'est beau prendre des engagements, puis c'est encourageant de voir que ça bouge. Mais oui, ça bouge à l'international, mais il faut que ça bouge à l'échelle domestique. Puis c'est là qu'on a un impact, puis c'est là qu'il faut suivre ça. Sinon, un autre élément, je participe à la rédaction de ce qu'on appelle la revue Le Climatoscope. Okay? Le Climatoscope, c'est une revue de vulgarisation scientifique sur les changements climatiques. Chaque année, c'est une revue qui contient 20 à 30 articles de vulgarisation scientifique sur plein de thèmes sur la lutte au changement climatique, dans le fond. Et puis c'est en libre accès. Fait que vous y avez accès gratuitement via la page web du Climatoscope. Je pourrais t'envoyer les liens si tu veux le partager avec ta communauté. Mais les gens y ont accès directement pour aller lire les articles, pour aller partager les articles dans les réseaux, sur le web, etc. Je pense que c'est une bonne façon d'être des acteurs de changement, d'être des acteurs de sensibilisation. Si tu es une personne qui impacte, je sais pas moi, une vingtaine de personnes par tes streams, puis moi une personne qui fait la même chose à travers mes cours, ces personnes-là peuvent aussi devenir des acteurs de sensibilisation. Ça va vite après. Il faut je pense que l'effet boule de neige existe. L'effet boule de neige est là. Utilisons-le à bon escient.
Puis je pense que c'est en se sensibilisant, en comprenant les enjeux climatiques, qu'on va être capable de le faire. Donc, en termes de mots de la fin, c'est pas mal ça. Soyons des acteurs des changements. Rendons nos gouvernements redevables de leurs engagements. Puis, il y a là espoir pour la lutte au changement climatique. Donc, ce qui veut dire, les gens, c'est venez me voir en conférence, venez écouter Mainstream, je vais vous donner des trucs pour être des bons acteurs de changement tous les mardis lorsqu'on n'a pas d'invité. Notre invité du jour est Philippe Simard, donc chargé de cours en environnement pour l'UDS et avec plusieurs chapeaux. Donc, j'ai mis le lien vers ses LinkedIn, etc. et son PRS, si jamais ça vous tente d'avoir plus d'informations sur lui. Philippe, merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. Je crois que c'était très intéressant et je te souhaite une agréable journée. Ben, merci à vous aussi. Ciao! Ciao!